Un tournant historique est à l'œuvre. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant, là. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain? Arnaud Royson. La seconde main est-elle en train de changer notre façon de consommer ? L'essor spectaculaire aujourd'hui de plateformes comme Vinted favorise-t-il un modèle plus durable pour le business de la mode ou au contraire renforce-t-il les achats compulsifs et la fast fashion ? C'est une question qui taraude beaucoup d'utilisateurs et qui devrait sans doute interpeller aussi les régulateurs. Alors on va prendre 27 minutes pour essayer d'y voir clair. Six lettres sur un clavier, quelques clics. Nous voici donc sur Vinted, portail numéro 1 de la vente de vêtements de seconde main en Europe. L'ergonomie de la plateforme est très proche de n'importe quel site de commerce en ligne, comme Amazon ou Zalando. Des milliers de vestes, de chaussures, de pantalons, de t-shirts, parfois très bien mis en valeur, parfois un peu moins, ça dépend des photos. Et pour s'y retrouver dans une telle offre, il faut entrer quelques critères de recherche. Le type de vêtement, la taille, la marque, la couleur, mais aussi l'état, qui va de neuf avec étiquette jusqu'à satisfaisant. Un critère qui va forcément pas mal influencer le prix des vêtements. Pour le test, je lance une recherche pour des baskets de couleur blanche d'une célèbre marque américaine taille 44. Et je trouve des offres allant d'1,75 € jusqu'à 13 260 € pour une paire collector. Je sélectionne alors 3 offres qui pourraient me convenir autour de 25 €, présentées comme en très bon état. Une paire vient du centre de la France, l'autre de la Louvière, en Belgique, et la troisième nous vient d'Espagne. Et en avançant vers mon achat, je peux voir tout de suite ce que cela va coûter comme frais de port. Je peux aussi négocier le prix avec le vendeur. Car le modèle est évidemment bidirectionnel. Je peux acheter, mais aussi vendre. En ouvrant l'onglet « Vends tes articles » en haut à droite, je peux poster une photo, remplir quelques données, fixer un prix et en quelques minutes à peine, me voilà vendeur en ligne. Pour certains, certaines, c'est une démarche occasionnelle. Pour vendre des choses devenues trop petites ou qu'on a reçues qui ne nous plaisent pas forcément, je trouve l'application assez pratique parce que Vinted joue le rôle d'intermédiaire, notamment pour l'expédition. Donc je trouve ça plus facile que la vente directe entre particuliers. Donc c'est pour ça que je passe par Vinted. Mais pour d'autres, c'est devenu un réflexe régulier, comme Nora, qui a 25 ans. Alors, ce que j'ai à vendre, ça se trouve là. Donc là, il y a une jupe qui fait fureur en ce moment, parce que c'est une jupe un peu en dentelle. Celle-là, je la mets à vendre, parce que malheureusement, elle est trop courte pour moi. Et la jeune femme explique à nos collègues de France Info comment rendre son annonce la plus attractive possible. Jupe en dentelle, hyper tendance. Je mets toujours hyper tendance. Tout en prévoyant une petite marge de négociation du prix. Les gens, ils ont vraiment ce sentiment de satisfaction quand on négocie avec eux, même si 1,50 €. Du coup, je mets toujours un peu plus cher pour que les gens puissent négocier. Et voilà, ça fait plaisir. Sur une année, il arrive que Nora revende des vêtements pour plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, Vinted, plateforme créée en Lituanie en 2008, compte quelques 80 millions d'utilisateurs dans le monde, pour la plupart en Europe. En France, selon une récente étude de l'Institut de la mode, la plateforme est même devenue le leader de la vente de vêtements devant Amazon ou devant des marques comme Kiabi ou Shein. Sur son site internet, Vinted met en avant tout son engagement pour la durabilité,
en expliquant notamment que son modèle de seconde main aurait permis d'éviter l'émission de centaines de milliers de tonnes de CO2. Que 40% des achats de seconde main auraient remplacé des achats de vêtements neufs et que la possibilité d'acheter moins cher ou de revendre pousserait les utilisateurs à acheter dès le départ des vêtements de meilleure qualité. Pourtant, les critiques fusent, reprochant au modèle Vinted de favoriser in fine les achats compulsifs. Comme c'est moins cher et qu'en plus vous savez que vous pouvez revendre, la tentation est grande d'acheter plus impulsivement, sans compter les coûts de transport de tous ces vêtements qui parfois parcourent des centaines de kilomètres. Alors, dans quel sens penche la balance des avantages et des effets pervers de ces ventes en ligne de seconde main? Eh bien, c'est ce qu'on va prendre le temps maintenant d'explorer. Et avec nous pour cela, il y a Coralie Meulhart. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes chercheuse à Lumon, spécialiste en économie sociale, en transition environnementale aussi. Alors, je vais vous poser la question avec laquelle on concluait cette introduction. Est-ce qu'on a là affaire à un modèle vertueux qui peut nous emmener vers une consommation plus durable ou pas du tout ? Alors, je pense que c'est une question complexe et c'est du oui et du non. Plus vertueux, ça a le mérite de mettre en avant la seconde main, ce qui culturellement, en fait, dans nos normes de consommation, c'est plutôt très positif d'avoir ce basculement. Mais par contre, il faut décortiquer si c'est réellement durable. Et là, ma réponse sera beaucoup plus nuancée, que ce soit d'un point de vue environnemental et un point de vue social. Alors commençons peut-être par le premier point que vous mentionnez. C'est vrai que culturellement, on a l'impression que c'est devenu cool, en fait, quelque part, d'acheter en seconde main, que c'est devenu hyper tendance, si on veut reprendre les mots de Nora là qu'on entendait dans la séquence. Et c'est quelque chose qui se répand assez largement, en particulier dans les jeunes générations. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est engrangé dans la logique de la durabilité. C'est l'idée qu'on peut avoir des comportements d'achat de seconde main et que ça peut être quelque chose de positif. Oui, tout à fait. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut retenir et qui est bon à prendre, que cette seconde main, en tout cas dans les vêtements, et qui peut se transmettre du coup à d'autres secteurs que la seconde main, c'est positif parce qu'on a du réemploi qui est valorisé, alors qu'il y a une vingtaine d'années, voire beaucoup moins que ça, c'était plutôt des conditions matérielles qui faisaient qu'on allait vers la seconde main. Et donc, a priori, au niveau de la durabilité, le fait d'avoir ce réemploi des vêtements et qui est généralisé à d'autres choses comme des outils, des objets, etc., c'est certain que culturellement et socialement, ça a un impact qui est positif pour la société. Et tant mieux si ça devient tendance. Alors Vinted, je le disais, sur son site internet, a toute une page d'ailleurs sur la durabilité. J'imagine aussi en réponse à certaines critiques. Et elle met en avant d'autres éléments favorables à une approche plus durable en disant que ça pousse certains utilisateurs à acheter plutôt en seconde main alors qu'ils auraient pu acheter du neuf, et que ça pousse certains aussi, quand ils achètent du neuf, à acheter du neuf de meilleure qualité parce qu'ils pourront peut-être davantage le revendre ensuite via une plateforme comme Vinted. Là-dessus, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus sceptique. Oui, tout à fait. Et je voudrais bien avoir leurs chiffres pour vérifier ça. C'est sur base d'un sondage qu'ils ont fait auprès de 100 000 de leurs utilisateurs. Donc voilà. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une opération surtout promotionnelle. Tout à fait. Et sondage qui peut être biaisé, mais surtout... Pour moi, la vraie question, c'est de se demander si les garde-robes sont vraiment avec moins de vêtements dedans. Et donc, est-ce qu'on va vraiment vers plus de sobriété en utilisant un nombre plus restreint de vêtements? Ou bien si, en fait, le nombre de vêtements qui tournent au sein de la garde-robe va exploser et on tourne plus parce qu'on achète plus et on revend plus. Et donc, peut-être on a l'impression qu'on utilise plus les vêtements, mais on a tout le problème de la logistique liée à cela. Et donc, en fait, au niveau de la durabilité, il vaudrait bien mieux avoir une garde-robe qui soit avec un nombre plus restreint de vêtements qu'avec un nombre de vêtements sur une dizaine d'années qui explose en fait grâce à ce phénomène de seconde main et du fait qu'on peut acheter moins cher. Et n'oublions pas que un consommateur qui se veut vertueux, qui va aller acheter chez Vinted, il achète à quelqu'un qui ne met pas ce vêtement-là et qui l'a acheté en première main. Donc ça fait encore vivre la première main aussi. Or, on sait que des vêtements, il y en a assez pour ne plus devoir presque en produire. Et donc, c'est plutôt cette question de est-ce qu'on réduit réellement la masse de vêtements? Et là, la réponse est plutôt dans le non que dans le oui.
Oui, puisque si on regarde les chiffres de la production de nouveaux vêtements, l'explosion de la seconde main n'a pas fait que, en proportion, on aurait eu une diminution drastique des vêtements qui sont produits. C'est pas ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est même plutôt l'inverse, ça continue à augmenter. Philippe Roman est également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, professeur en économie à l'ICHEC, spécialiste en économie écologique. Votre avis, à vous, il y a l'enjeu, on l'a dit, culturel de ce que ça peut changer. Vous avez l'impression, vous aussi, qu'il y a par contre des effets pervers problématiques aujourd'hui au développement de plateformes en ligne comme celle-là ? Oui, très probablement. Je pense qu'il y a la dimension de marchandisation. Donc, ces modèles-là, qui sont basés sur des plateformes, ont tendance à accélérer énormément les actes d'achat. En tout cas, à inciter à accélérer l'acte d'achat, à mettre en concurrence parfois les acheteurs et les vendeurs. Donc cette dimension de faire rentrer les personnes, de leur faire adopter une nouvelle casquette de participants à un marché. Voilà, et certaines personnes même se spécialisent ou deviennent de véritables vendeurs ou vendeuses spécialisées là-dedans, alors que ce n'était pas du tout leur activité principale auparavant. Donc il y a cette dimension de marchandisation. Donc ça pose la question de quel type de seconde main est le plus vertueux socialement et écologiquement, parce qu'il y a plein d'autres manières de faire de la seconde main, et celle qui est basée sur les plateformes, c'est vrai que cette nouveauté technologique qui est récente a certainement démultiplié l'espace géographique, la quantité de personnes qui ont accès à ces pratiques de seconde main, mais en démultipliant cet accès, ça fait aussi des effets pervers qui ont été mentionnés par ma collègue, à savoir parfois d'articles qui se baladent d'un pays à un autre et dont on peut se demander si c'est vraiment pertinent de les faire voyager autant avec les conditions de travail des personnes qu'on dit ubérisées qui travaillent dans ce type de secteur. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que oui, effectivement, on a là affaire à de la seconde main, avec ce que ça peut changer dans l'approche du consommateur, et de quand même faire entrer l'idée que oui, c'est pas grave et que ça peut même être bien en fait de mettre des habits de seconde main, mais que quelque part dans le modèle économique, dans notre façon de consommer au niveau de ce qui concerne les vêtements, ça change pas fondamentalement la donne. On n'est pas en train de transformer notre approche pour aller vers, par exemple, des approches type économie de la fonctionnalité, où là, on remplacerait la vente d'un bien par la fourniture d'un service qui est équivalent au bien. Hein. C'est des réflexions qu'on mène aujourd'hui dans toute une série de secteurs. On n'est pas du tout en train d'aller vers là. On est vers une évolution avec de la seconde main d'un marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec le neuf. Alors, je pense qu'il s'est passé quelque chose de culturel, c'est vrai, qui est très difficile à tracer, de savoir d'où ça vient. Les jeunes générations sont beaucoup plus enclines à avoir recours à la seconde main, c'est vrai. Je disais l'apparition des plateformes, donc il y a une dimension technologique, il y a une dimension sociale, parfois on parle de crise du pouvoir d'achat, il y a le fait que certaines dépenses contraintes liées au logement grossissent un peu dans le budget, donc on se dit pourquoi pas faire des économies sur d'autres postes de dépenses. Donc tous ces facteurs ont fait qu'aujourd'hui ça se fait. Voilà, et je pense que culturellement et socialement c'est devenu plus acceptable. Alors après, ça a une relation très particulière et très complexe avec le neuf. Comme le disait ma collègue tout à l'heure, ça peut aussi renforcer le neuf, et notamment ce qu'on appelle la mode éphémère ou la fast fashion, et le fait que c'est pas grave si on en achète 2 ou 3 plutôt qu'un article, si on peut le revendre sur Vinted ou sur une autre plateforme. Et puis il y a aussi la relation avec les autres acteurs de la seconde main, notamment dans le secteur textile, qui sont historiquement assez fort liés à l'économie sociale, qui sont non lucratifs et qui ont des missions autres que simplement le recyclage. Et la question, c'est est-ce que ça va faire du mal à ces acteurs-là ? Alors justement, ces acteurs-là, ils se sont déjà exprimés, des associations comme Oxfam ou Les Petits Riens, et je vous propose d'entendre ce qu'ils pensent, eux, de ce qui est en train de se jouer là, avec le développement de plateformes. On parle beaucoup de Vinted, mais il y en a d'autres qui se développent dans le même genre, et on va se pencher là-dessus en compagnie de Sarah Pousset. C'est une relation ambivalente que les associations de l'économie circulaire entretiennent avec Vinted. D'un côté, la plateforme a participé à promouvoir un nouvel élan pour la seconde main qui bénéficie aux boutiques d'Oxfam, Terre ou des Petits Riens, visitées désormais par un nouveau public. Mais en même temps, Vinted, c'est le concurrent principal des dons de vêtements. Globalement, la quantité des dons ne baisse pas. Par contre, la qualité, elle, est en chute libre. Et ce phénomène s'explique de 2 façons. Premièrement, le succès des marques de fast fashion comme Shein. Le vêtement est tellement pauvre lors de sa fabrication qu'il n'est pas vendable en seconde main. Il termine donc directement à la poubelle.
Chez les petits riens, en 2023, 23% des vêtements ont été détruits contre 10% en 2016. Claudia Vanini, porte-parole de l'association. Ça va en fait à l'incinérateur. Malheureusement, nous payons d'ailleurs pour ces déchets. Et donc, c'est un vrai problème à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social, parce que ce sont des coûts qui sont assumés par les petits riens, plutôt que de pouvoir assumer du financement d'actions sociales. Deuxième explication de la baisse de qualité des dons de vêtements, c'est le tri préalable effectué par bon nombre de donateurs. Les pièces les plus qualitatives de grandes marques sont revendues sur Vinted, alors que tout ce qui n'est pas vraiment vendable sur la plateforme est donné. Pour les boutiques solidaires, les coûts liés au tri des vêtements sont donc en augmentation, car il y a de moins en moins de bonnes pièces revendables et de plus en plus de pièces à incinérer. Et en parallèle, les bénéfices plus importants liés aux vêtements de marque, eux, se raréfient. L'un dans l'autre, l'argent récolté pour financer leurs activités solidaires est donc en diminution. Voilà une conséquence aussi du développement de plateformes comme celle-là. Coralie Moillard, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des effets pervers d'un point de vue social. Là, on en entend. À quoi est-ce que vous pensez, vous aussi, comme potentiels effets pervers, justement, du développement de modèles comme cela ? Je pensais à ce qui vient d'être dit, et pour développer encore plus les activités des petits riens d'Oxfam, de la Croix-Rouge, en fait... Le fait de récolter ces vêtements, de les vendre, permet de financer l'accès à des logements à des personnes plus précaires. Ça permet de financer de l'emploi. Et donc, on perd un emploi qui est local et qui permet de la réinsertion socio-professionnelle. Et donc, il y a un vrai enjeu collectif social derrière le fait que Vinted prenne des parts de marché à ces entreprises sociales-là. Et il y a un effet en plus, c'est que depuis janvier 2025, c'est dans les bulles de vêtements, les bulles de tri de vêtements, vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. Et donc vous allez avoir une explosion du textile qui arrive dans ces bulles et qui doivent être triés par ces plateformes. Et il y a de plus en plus du coup d'incinération qui doivent être faits, et on est à peu près 180 € la tonne de vêtements qui doivent être incinérés. Et donc on a un appauvrissement en plus, non seulement du fait qu'il y a une baisse de qualité, non seulement du fait qu'on a tendance à plus revendre puisqu'on peut le faire via des plateformes comme Vinted, mais aussi de ce fait qu'il y a une autre mission qui est rajoutée à ces entreprises-là. Et donc, on a un appauvrissement des bienfaits sociaux de ces acteurs, comme le disait Philippe Roman, qui sont historiquement ceux de la seconde main. Et donc, on a non seulement une durabilité qui est questionnable, mais aussi un enjeu social pour l'entièreté de la collectivité, qui en fait est amoindrie par cette explosion de Vinted. Alors, Philippe Roman, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y aurait d'autres modèles possibles qui, dans une logique circulaire, dans une logique durable, pourraient nous inciter à repenser notre rapport à la mode, aux vêtements que l'on porte, que l'on consomme. Ce serait quoi, alors, selon vous, des modèles vraiment vertueux, utilisant la seconde main, mais qui n'auraient pas les effets pervers dont on vient de parler ici ? Alors, si on se réfère par exemple à ce qu'on appelle la pyramide des déchets, qu'on appelle parfois l'échelle de Lansing, ce qu'il y a tout en haut de la pyramide, c'est le fait que pour éviter un déchet, il faut éviter d'acheter ou de le produire, tout simplement. Donc c'est la question de la sobriété. La sobriété, c'est ai-je besoin d'un article supplémentaire, ai-je besoin de 2 plutôt qu'un, etc. Et donc cette question-là, elle peut être posée par chaque consommateur ou chaque consommatrice, mais elle peut aussi être encouragée par des entreprises. Et il y a des entreprises qui s'engagent dans la sobriété, qui soutiennent la sobriété. On connaît parce que ça a été fort médiatisé, mais Patagonia qui avait lancé un appel un jour à ne pas acheter cette veste. Bon, voilà. Mais il y a d'autres entreprises qui le font, parfois plus petites et encore plus, je dirais, engagées, et qui disent voilà, on essaie de vous fabriquer un bien de très haute qualité, qui a un certain prix, mais vous n'en aurez besoin que d'un. Et vous pouvez le garder aussi longtemps que possible. Et on va aussi vous fournir les moyens de les réparer. Donc ça peut être à travers des tutoriels en ligne ou le fait de proposer des réparations gratuites, etc. Et donc cette idée aussi que le bien textile, le vêtement et aussi la technologie qu'il y a derrière soit facilement appropriable et donc soit finalement convivial, ça fait partie, je pense, de l'idée de sobriété, acheter ce dont on a besoin. Et puis après, il existe aussi des modèles d'affaires qui sont un peu innovants et voilà, parfois un peu difficiles à faire rentrer dans nos habitudes culturelles, comme la fonctionnalité, l'idée de louer, notamment pour ce qui est de vêtements dont on a besoin que pendant une petite partie de sa vie ou pendant quelques mois ou quelques semaines, l'idée de les emprunter, que quelqu'un nous les prête ou de les louer auprès
volonté d'entreprises spécialisées là-dedans, mais ça demande des changements en termes de pratiques habituelles qui sont plus profonds et donc qui demandent plus de déverrouillage que simplement d'acheter autrement avec de la seconde main. Voilà, la seconde main, c'est toujours acheter finalement, alors que s'orienter vers soit la sobriété, soit la fonctionnalité, ça demande quand même des changements peut-être un peu plus profonds. On peut penser à des plateformes qui existent déjà aujourd'hui pour louer des vêtements de grossesse, par exemple, parce que ça, c'est effectivement des choses dont on a besoin que dans une période limitée de sa vie, voire d'aller louer une robe de soirée, parce que ça aussi, ça vaut pas forcément la peine de l'acheter, mais ça reste pour le moment surtout cantonné à cela. Par rapport à ce que dit justement Philippe Roman là-dessus, Coralie Meulhart, est-ce que des plateformes, alors justement, comme Vinted ou comme d'autres, ne pourraient pas quand même à un moment donné avoir l'effet vertueux qu'on se dise « je vais acheter alors un vêtement de très haute qualité, avec certaines normes d'ailleurs éthiques, environnementales, durables, et simplement alors que ces plateformes-là servent à ce qu'on ne doive pas peut-être alors porter pendant 12 ans le même vêtement, mais quand même pouvoir à un moment donné le revendre à quelqu'un d'autre pour acquérir peut-être soi-même alors un autre vêtement de qualité durable. Est-ce que quelque part la mise en place de plateformes comme celle-là, ce qu'elles induisent au niveau culturel, si au niveau régulatoire, on se dit tiens, on va favoriser maintenant des produits de bien plus haute qualité, bien plus éthiques, bien plus durables, ne pourrait pas permettre justement de faire rentrer ça dans la société, de le rendre acceptable? Alors oui, mais il faudra une régulation derrière, parce que ce qu'on arrive à montrer, c'est une fois qu'un consommateur a eu un changement de pratique, c'est-à-dire ici, il a basculé de la première main à la seconde main, c'est extrêmement difficile de le convaincre quelques années après, quelques mois après, de passer de la seconde main à de la seconde main durable. En fait, on lui demande un double effort. Et en fait, avec des focus group qu'on a fait avec des consommateurs, on arrive à montrer que ce deuxième passage-là est en fait beaucoup plus difficile parce qu'il y a déjà eu un changement. Si vous avez déjà questionné votre pratique de consommation de vêtements, que vous avez déjà mis des choses en place, que vous avez déjà fait des efforts, que vous êtes déjà engagé, allez vous demander de faire un deuxième effort derrière va être encore plus difficile en fait. Et donc c'est pour ça que ce modèle-là en fait empêche cette deuxième virtuosité derrière et qu'il faudrait presque faire le pli au départ d'analyser sa propre consommation et se dire ok, je vais aller vers le plus durable ou je vais aller vers la sobriété plutôt que d'aller vers la seconde main qui pour le moment donné, en tout cas via des plateformes comme Vinted, ne sont pas plus durables. Mais est-ce que le problème, Philippe Roman, ce sont des plateformes comme Vinted dont on parle ici, ou est-ce que le problème, c'est qu'on puisse fabriquer aujourd'hui encore des produits qui coûtent quasiment rien, qui ne respectent pas toute une série d'enjeux environnementaux, d'enjeux sociaux aussi, qui sont fabriqués parfois dans de très mauvaises conditions, qui sont quasiment inrecyclables, on l'a compris. Est-ce que c'est pas plutôt là-dessus que le régulateur devrait agir en disant, voilà, il y a une série de normes sur la recyclabilité, sur l'internalisation des externalités négatives, comme on dit en économie, dans la fabrication de toute une série de produits, et puis qu'après le modèle de consommation s'adapterait au fait que du coup, oui, forcément, sans doute on aurait des vêtements plus chers, que du coup on en achèterait moins, mais alors peut-être on préférerait les louer ou bien se les revendre parce que ça permet de changer. Est-ce que c'est pas à la source plutôt que le régulateur devrait agir que sur la façon dont s'organise le marché entre consommateurs ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais j'aurais quand même une petite nuance à apporter à la fin. Mais alors, je suis d'accord avec vous parce qu'il faut voir que même si donc Vinted a acquis la première place en termes de vente de vêtements en France, il faut voir que la seconde main, même pour ce qui est de l'habillement, en tout, dans la consommation de vêtements, n'est encore qu'une petite partie. Donc, on dépense essentiellement dans de la première main et dans ce qu'on appelle la fast fashion ou la mode éphémère. Donc, c'est vrai que en termes de masse, s'il fallait agir de manière importante, ce serait plutôt sur cet aspect-là. Alors, en France, par exemple, il y a une proposition de loi dite anti-fast fashion, contre la mode éphémère, qui essaie de réguler ça, qui essaie de taxer un peu plus fort, donc d'une certaine manière d'internaliser ces externalités. Alors il faut dire qu'en France, il existe déjà une filière de responsabilité élargie du producteur pour la filière textile. C'est-à-dire que chaque entreprise qui met sur le marché un article textile doit contribuer à l'organisation de cette filière. Alors, bon, en Belgique, ça se développe aussi, mais voilà. Donc l'idée, c'est que finalement, le pollueur soit le payeur. Alors, si le pollueur est le payeur, et puis s'il y a des surtaxes pour le fait qu'il y ait une très forte rotation, que ces biens soient produits dans de très mauvaises conditions, alors on peut imaginer que ça va pousser vers la plus haute qualité et qu'à ce moment-là, on retrouvera dans les circuits de seconde main plutôt de la haute qualité. Mais là où j'introduirai une nuance, c'est que ces circuits de seconde main, il faut voir
Quels sont-ils? Quels visées ont-ils? Est-ce que c'est uniquement le profit? Est-ce que c'est aussi des missions sociales, comme on le disait, Oxfam, les petits riens, etc., etc. Et ça fait quand même une différence en termes de rendre des personnes addictes, rendre des personnes, les transformer en petits marchands ou en petites marchandes, organiser une concurrence entre elles pour qu'elles soient les premières à l'acheter, les premières à mettre sur le marché, etc. Et ce que je pense dévoie un petit peu l'idée de la seconde main. Donc certainement s'attaquer à l'amont, mais aussi peut-être essayer d'avoir des modèles un peu plus vertueux en aval. Eh bien voilà, de quoi en tout cas nous faire réfléchir en tant que consommateurs, avec une petite précision nécessaire encore sur ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, déjà d'application pour le secteur textile en France. Un système qui oblige les entreprises productrices à tenir compte de la fin de vie des vêtements qu'elles fabriquent, en prenant en charge le coût du tri, du recyclage et du traitement des déchets. Aujourd'hui, en Belgique, un tel système est toujours en cours de construction, mais les premières recettes ne sont attendues que dans 2 ans et demi, au début 2028. Alors qu'entre-temps, les entreprises d'économie sociale, qui, elles, collectent des déchets aujourd'hui dans des bulles, doivent déjà faire face aux coûts supplémentaires générés par le boom de la fast fashion. Un décalage dans le temps très préjudiciable pour ces acteurs et pour les moyens qu'ils peuvent investir dans leurs activités sociales. Voilà, c'était Le Tournant. Merci aux économistes Philippe Roman et Coralie Meulart. Merci à Jonathan Remy pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous écrire, il y a une adresse mail pour ça, tournant@rtbf.be.